Nous sommes avec Hugues Vidor, qui est le directeur général d'Adedom. Bonjour. Bonjour. Peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, puis présenter Adedom? Oui, bien sûr, volontiers. Donc, Hugues Vidor, je suis directeur général d'Adedom depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et après avoir exercé des fonctions de direction générale dans d'autres secteurs de l'économie sociale, notamment dans le domaine des centres sociaux sur le volet employeur. Adedom est une fédération de 300 structures associatives qui interviennent dans l'aide, le soin et l'accompagnement à domicile. Et donc, dans les adhérents d'Adedom, ce sont des services d'aide et d'accompagnement auprès des publics fragiles, auprès des familles, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, des SIAD, des centres de santé infirmiers et également des accueils de jour, des modes de garde de la petite enfance. On a un certain nombre de services qui sont autour du cœur de métier. Notre cœur de métier est auprès, on va dire, des publics fragiles et avec une conception qui est l'accompagnement global de la personne. D'accord. Pour provoquer, comment se porte le domicile? Alors, effectivement, c'est une provocation puisque le domicile ne se porte pas bien du tout. Il est même en crise profonde avec des lueurs d'espoir, avec des points de sortie qui sont aujourd'hui sur la table. Mais toutefois, il faut rappeler le contexte dans lequel on est, qui est une situation profonde de crise. Crise sur un premier point qui est la crise de l'attractivité des métiers, la crise de la fidélisation des professionnels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la branche du domicile associatif, puisqu'il y a différentes branches dans le secteur, mais qui concerne 225 000 salariés, qui est géré par Adedom, mais trois autres fédérations associatives que je vais citer au passage, parce que ce sont des partenaires, la DMR, l'UNA et la FNAP CSF, et ensemble, nous négocions avec les organisations syndicales de salariés ce qu'on appelle la convention collective de branche pour établir les relations emploi-salarié, de la relation d'emploi entre les employeurs et les salariés. Puis on met en place un certain nombre de dispositifs sur la formation, la protection sociale et d'accompagnement. Et dans ce cadre-là, on vient de signer un avenant à notre convention collective, qui est l'avenant dit 43, pour permettre une revalorisation des salaires à hauteur de 15%. Pourquoi? Parce que depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, les évolutions sont totalement insuffisantes. On a un niveau moyen de rémunération qui est très faible, 916 euros par mois, et avec une perte de pouvoir d'achat qui est de l'ordre de 30% depuis 10 ans pour des professions comme les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Tout ça provoque quoi? Provoque une fuite des ressources, des problèmes d'attractivité, des problèmes de reconnaissance de ces métiers, alors que là, on parle de vrais métiers, de métiers qui ont du sens. La crise sanitaire a montré d'ailleurs de quelle manière, pendant cette crise, les professionnels du domicile ont assumé leurs fonctions et ont été auprès des plus fragiles d'entre nous et ont pu bah, réaliser cette promesse sociale de la République qui est d'accompagner les plus fragiles sans se poser de questions, d'ailleurs au plus fort de la crise, quand on n'avait pas forcément de pays, donc de protection individuelle ou pas suffisamment, eh bien, les professionnels y sont quand même allés pour éviter que les, les, les urgences, les hôpitaux soient notamment surchargés. Et si on a pu dire que notre système de santé, globalement, avait tenu, c'est bien aussi parce que le domicile a tenu et qu'il a joué un rôle tout à fait prépondérant dans la prise en compte de ces publics, de ces personnes. Si vous n'amenez pas, je dirais, un soin, un accompagnement à une personne à domicile en situation de handicap, si un malade ne reçoit pas bien, des soins journaliers dont il a besoin, qu'est-ce qui se passe? Bien, obligatoirement, il est fléché vers les hôpitaux et du coup, on aura eu une surcharge absolument catastrophique. On a évité ça. Pourquoi? Parce que les professionnels, et pas que les professionnels, évidemment les directions et toute la gouvernance des structures, se sont engagés. Tout le monde l'a reconnu. On a félicité à travers des applaudissements,
On a eu des discours éloquents sur le rôle du domicile pendant cette crise, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout du compte. C'est ça qu'on peut dire. Ouais, j'ai échangé juste avant avec des auxiliaires de vie et qui m'expliquaient leur vision de la reconnaissance. Elles m'expliquaient que, en fait, ce qui les faisait plus souffrir dans leur métier, c'est qu'elles ne soient pas partie prenante, pas inclus dans la profession médicale. Certains me disaient, mais on parle des blouses blanches, on parle des infirmières, on parle des autres personnes qui interviennent dans le médical, et nous, on est à part. Et ils disaient, en plus, les médias ne nous aident pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des master chefs, entre guillemets, des masters auxiliaires de vie. C'est en fait les médias qui revaloriseraient le métier. Vous voyez, en fait, il y avait cette notion de il faut que la société nous considère comme une profession médicale. Alors, Quasi médicale. deux choses là-dessus. D'abord, rappeler que les quatre fédérations dont j'ai cité le nom tout à l'heure au titre de l'USB et du domicile ont mis en place une grande campagne d'opinion pour rappeler justement le rôle du domicile dans la prise en charge des personnes et le rôle incontournable des acteurs du domicile, à la fois dans la chaîne de santé, mais je dirais aussi dans le pacte social. Et d'où une réponse double que je vais vous faire, qui est de dire effectivement, nous sommes des acteurs de santé. Très clairement, nous avons notre place dans le parcours de soins. D'ailleurs, on souhaite établir des complémentarités avec l'hôpital, avec le milieu infirmier, avec les établissements, les EHPAD. Pour autant, on a une particularité, et c'est de cette manière qu'on aborde la culture domiciliaire, c'est que nous sommes aussi des acteurs sociaux. Je veux dire par là que le rôle des intervenants à domicile, il n'est pas purement de santé. C'est-à-dire qu'il est plus large que cela. Et notamment avec l'idée que les personnes ne sont pas simplement des sujets de santé, ce sont des acteurs et des citoyens. Et de ce fait, nous considérons, en tout cas au niveau d'ADEDOM, qu'il faut leur restaurer ce droit, ce pouvoir d'être citoyens et d'être acteurs de la société, acteurs de la municipalité, être acteur pour avoir une vie dans les associations, une vie culturelle. Or ça, eh bien, ce n'est pas possible aujourd'hui totalement parce que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Je vais citer juste une étude que nous avons réalisée, qui est une étude que nous avons réalisée il y a 2 ans avec un cabinet externe, qui est le cabinet Citizen, qui est un cabinet qui est spécialisé dans les études socio-économiques et l'évaluation des politiques publiques. Et nous avons fait faire une étude pour indiquer de quelle manière un investissement dans le domicile serait rentable pour la société tout entière. Et on a prouvé, à partir de comparaisons internationales intéressantes, que si on développait notre panier de services de façon importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une fonction de diagnostic et une fonction de coordination qui n'existe pas suffisamment aujourd'hui, une fonction aussi qui permettrait de prendre en charge de la mobilité, c'est-à-dire 1 à 2 un déplacement par semaine pour que les personnes puissent avoir une vie sociale, mais vraiment forte, pas simplement d'avoir une visite toutes les semaines d'une personne, d'une intervenant du domicile, non, mais qu'elle aussi puisse permettre de sortir de chez elle pour participer à la vie de notre pays. Ça, c'est capital. Et puis, toute une série de paniers de services qui sont autour de l'articulation entre l'aide et le soin, qui sont autour de l'apprentissage et des outils du numérique, et qui sont aussi autour de politiques de prévention. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'APA, ou la façon dont on organise le soutien à domicile, n'est pas suffisante. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment une révolution de l'offre, et que cette révolution de l'offre, elle soit financée, parce que si elle est bien financée, c'est un investissement dont la société sera gagnante. Pourquoi? Parce que quand on met en place des politiques de prévention, par exemple, on évite des chutes, on évite des hospitalisations, on évite des placements en EHPAD. En clair, on a chiffré tout ça. Alors, c'est une étude, mais c'est une étude qui montre qu'il y a une tendance lourde autour de ça. C'est-à-dire que si vraiment on investit dans le domicile, c'est les propos d'ailleurs que Mme Monchamp a repris dans un avis récent de la CNSA, si on investit dans le domicile, c'est un investissement qui est gagnant-gagnant pour la société tout entière parce que ça évitera des frais à la collectivité. Et puis de plus, on retrouve des personnes en tant que citoyens dans un certain nombre
d'endroits où la vie communautaire, où la vie municipale se développe. Il n'est pas admissible, et je peux vous citer des cas, et dans notre réseau, on a des exemples, où les personnes n'ont qu'une visite dans la semaine. C'est une visite de professionnels du domicile. Ce n'est pas possible. En termes d'éthique, en termes humains, notre société ne peut pas en rester là. Donc, il faut passer un cap. Et dans ce cap-là, il est nécessaire de revoir notre offre. On ne peut pas se contenter d'être dans une offre de survie. Il faut qu'on soit dans une offre qui permette de répondre aux attentes de qualité des personnes. Et j'en termine juste en disant que cette attente de plus de qualité et d'avoir une offre beaucoup plus large, elle va toucher les nouvelles générations, je vais dire presque les nôtres, puisque ça va nous toucher aussi. Tout le monde est concerné, c'est-à-dire que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien, ceux qui sont en activité aujourd'hui vont avoir des besoins et vont avoir des attentes qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de la génération d'aujourd'hui, qui se contente de peu. Et je trouve vraiment que là, il y a un gap à passer. C'est l'ambition que nous portons. Et j'ai trouvé personnellement que l'avis de la CNSA dernièrement était très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il traçait une trajectoire permettant d'augmenter le financement global et de prendre en compte cette culture domiciliaire qui fait largement défaut aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une vision, à vous écouter, plus large, en fait, des acteurs du domicile, avec plus de métiers, plus de services, et Oui, puis une variété, une diversification des métiers. exactement. C'est-à-dire qu'on pense que le service qu'on peut appeler le SAD, le service d'aide à domicile de demain, doit être vraiment l'acteur pivot sur les territoires pour prendre en charge la personne à domicile. On a bien compris, tous les Français l'ont dit, toutes les études le démontrent, je crois qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, qu'on est à plus de 95% de Français qui veulent rester à domicile. C'est bien compréhensible, ils sont chez eux, ils sont dans l'environnement, ils sont dans leur culture, ils sont avec leurs amis. Et donc, ils n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs, même si des solutions d'hospitalisation sont parfois nécessaires et peuvent correspondre à des choix. Donc ça, il faut bien évidemment le laisser. Pour autant, si on est sur cette volonté d'une culture de domicile, bah, il faut passer un cap. C'est-à-dire qu'il faut que les SAD de demain soient vraiment des acteurs reconnus avec des moyens supplémentaires sur les territoires, en capacité d'avoir eux-mêmes une offre qui soit rénovée et d'être en capacité d'être en complémentarité avec d'autres acteurs sur les territoires et de les repérer. Donc cette fonction de coordination, elle est capitale. Alors ça se fait déjà hein, dans certains territoires. J'ai eu un exemple hier dans l'Hérault où des choses comme ça se font en termes de mobilité, en termes de complémentarité sur l'aide et le soin, oui, mais ça se fait au cas par cas. Ça ne se fait pas de façon systémique. Ça ne se fait pas de façon organisée. Nous, ce qu'on dit, il faut repenser le système. C'est pour ça que la loi était un bon prétexte pour le faire. Mais pour ça, il faut effectivement des moyens. Mais sans dire c'est forcément une charge et une charge et une charge. Non, bien sûr, c'est une charge pendant un temps, mais il faut qu'elle repose sur la solidarité nationale et la société derrière en sera totalement gagnante. Dans votre vision, dans 5 ans, si elle aboutit, donc il y a plus de services, enfin une diversification de la palette de services, est-ce que c'est aussi proposer des services à des plus jeunes seniors, plutôt peut-être en prévention ou non liés à la perte, à la fragilité? Alors oui, on peut avoir ce type de réflexion et de démarche, bien évidemment. Dans un premier temps, on estime que je dirais notre responsabilité, elle est très fléchée sur ceux qui bénéficient de l'APA, c'est-à-dire sur les plus fragiles d'entre nous. Alors on élargit aussi à ce qu'on appelle les GIR 5-6, c'est-à-dire à ceux qui bénéficient des politiques de la CNAV, l'assurance vieillesse. Et là, on est dans les politiques de prévention, évidemment. Mais déjà, si on arrive à organiser l'offre avec un financement dédié sur ce type de public, on aura déjà fait une belle œuvre. Ensuite, évidemment, qu'on peut diversifier. Et je vais, de ce point de vue, peut-être reprendre les éléments qui figurent dans le dernier rapport hein, de la CNSA, qui est très, très intéressant de ce point de vue-là, avec une
une vision qui est portée par Madame Monchamp et le conseil dont on fait partie, qui est de dire qu'il faut une utopie atteignable. Et dans cette utopie atteignable, avec comme pilote la cinquième branche de la sécurité sociale, il y a deux, trois éléments forts. Il y a un, le système qui doit reposer sur la solidarité nationale. Donc aujourd'hui, on a une contribution de la CSG qui est prévue de 0,15% avec un fléchage de financement de 2,3 milliards à l'horizon 2024. Là, la CNSA propose au Parlement, d'ailleurs, de flécher 0,28% de plus de CSG pour permettre d'aller vers une trajectoire à environ 10 milliards dans les années qui viennent et répondre ainsi à la problématique. Deuxième élément, c'est d'avoir une forme de contractualisation avec les départements, parce qu'aujourd'hui, c'est notre problème, j'y reviendrai après, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'assurance que la politique publique soit tenue de la même façon sur tous les départements. Ce n'est pas acceptable. On a une iniquité sur les territoires. Quand vous prenez, par exemple, les avenants qui sont négociés au niveau de la branche du domicile, l'avenant 44, qui était une augmentation de 2,5%, pourtant, ce n'est pas énorme, quand on voit le gap à passer, vous avez des départements qui refusent de le mettre en œuvre. Ah, pourquoi? Comment? On ne sait pas. Alors que ça a été agréé, que c'est opposable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais il faudrait que ceux qui sont dans ces départements fassent un contentieux. Ça voudrait dire que ceux qui sont financés attaquent en justice leurs financeurs. C'est un tout petit peu gênant à terme. C'est-à-dire que ça pose quelquefois des petits problèmes de survie pour ceux qui font ce genre de démarche. Pour autant, il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable qu'une décision publique prise par le législateur, par l'exécutif, soit remise en cause par les exécutifs départementaux parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Vous avez aujourd'hui en France des disparités qui sont énormes entre les niveaux d'APA par département. Ça va de 17 à 26 euros de l'heure. Ce n'est pas possible. Alors du coup, on paye moins d'un côté, on a une moins bonne offre de l'autre. Ce n'est pas acceptable. Donc, il faut qu'on arrive à réguler le système. Nous, on pensait que la CNSA, dans le cadre de la loi, pouvait être nommée pour réguler le système. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur du financement public, eh bien, la CNSA a la main pour imposer au département la mise en œuvre des politiques qu'elle souhaite. De la même manière sur la question de la tarification et du financement. Là, oui, est-ce que la solution, c'est pas entre guillemets de nationaliser, enfin de remettre tout ce qui est politique de l'APA en fait au niveau national et au niveau de l'État en fait et de l'enlever des départements, parce qu'il y aura toujours des départements qui seront pauvres et riches en fait. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est l'enlever? Nous, on ne va pas jusque-là. Nous, on pense que les départements, parce qu'on en connaît, moi je vais en citer un, parce que je sais ce qu'il fait, ce qu'il a pu faire et ce qu'on a pu faire ensemble. Je vais prendre le département de l'Ain, qui a construit des CEPOM avec l'ensemble des acteurs, qui les respectent. On est dans un vrai dialogue de gestion. Donc, il n'y a rien à dire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que chacun fait comme il veut. Et donc, ça ne peut pas continuer. Alors, nous, on ne dit pas qu'il faut supprimer les départements. Les départements sur les politiques sociales, ils ont un rôle. On le voit bien sur le RSA, par exemple. Et ils ont une vraie connaissance de territoire, des besoins. Donc, l'idée d'avoir une visibilité la plus proche des territoires avec une couverture territoriale qui soit la plus pertinente possible, ça, c'est le rôle des départements. Par contre, le financement, et là où je vous rejoins totalement, c'est-à-dire que le financement, c'est public. Ce n'est pas une question qui doit être arbitrée par les départements. Or, aujourd'hui, dans notre système de financement et dans notre tuyau d'orgue, eh bien, on a obligatoirement cet arbitrage des départements. Pourquoi? Parce que c'est du 50-50, en clair. Donc, voire du 70-30. Donc, la part État et la part département fait que les départements ont quelque part un peu la mainmise et la responsabilité de la politique sociale dans le cadre de l'autonomie. Ça pose une vraie difficulté parce que tout ce qu'on peut mettre en place au niveau national peut être détricoté au niveau local. Et on a, dans l'histoire récente, dans notre actualité récente, multiples exemples montrant que c'est une catastrophe. Voilà. Avenant 44, il y en a 2 ou 3 qui ont carrément dit on n'y va pas. Nous, ce n'est pas notre problème, on ne s'est pas engagé là-dessus, c'est l'État. Nous, on ne le fait pas. Bon, très bien. Donc, les SAD, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ont la loi qui leur impose d'augmenter les salaires. D'ailleurs, les organisations syndicales
sont là pour le rappeler aux salariés, ce qui est tout à fait leur droit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez un déficit qui n'est absolument pas pris en charge par les départements et qui met la structure en grand danger. Et ce qui fait que vous avez des dépôts de bilan. C'est aussi clair que ça. C'est-à-dire que ce qui est voté, si on prend une mesure, et l'avenant 43, ça risque d'être la même chose, si vous prenez une mesure qui n'est pas financée sur le département, vous mettez en péril les gestionnaires. Ce n'est pas plus simple, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Alors, l'avenant 43, on est en négociation aujourd'hui avec l'État, qui a conscience de cette problématique, qui travaille avec les conseils départementaux. Et nous, on veut, avant que ça soit agréé, qu'il y ait une sécurisation totale sur le financement par les départements, parce qu'on ne veut pas emmener l'ensemble de nos réseaux, et je ne parle pas que d'ADEDOM, à la catastrophe. Je vous prends le deuxième exemple, c'est la prime. La prime annoncée, Urbi et Torbi, par le président de la République. Très belle annonce. Madame Bourguignon avait fait, je dirais, un bon boulot, si je peux m'exprimer un peu cash, pour mobiliser le président de la République sur ce sujet. On l'avait demandé. Il a fait un discours tout à fait reconnaissant à l'endroit des professionnels du domicile. Et puis, patatras, parce qu'il y a une part État et il y a une part département. Donc, il a fallu à chaque fois convaincre les départements qu'il fallait verser cette prime. Et beaucoup ne l'ont pas fait. Dernier exemple en date, la prime annoncée par Jean Castex. Bon, vous savez, la prime défiscalisable. La prime, eh bien, là aussi, difficulté pour le domicile. Pourquoi? Parce que le message, il a bien été entendu par les professionnels, en disant on a une prime formidable, nous on y a droit, il n'y a pas de raison, et on peut l'entendre. Le problème, c'est que les gestionnaires, ils n'ont pas les moyens. Quand on est dans des déficits aussi abyssaux que ce que nous avons aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez donner en plus une prime? C'est pas jouable. C'est-à-dire que les gestionnaires n'ont pas les moyens de donner cette prime. Et on nous dit, allez-y. Et en même temps, on ne revalorise pas les salaires. Vous voyez dans quelle impasse on est. Donc, on a les deux primes qui ont été un problème. On a les surcoûts Covid, je le dis au passage, les surcoûts Covid. Vous prenez les EHPAD, les surcoûts Covid, ils sont pris à 100%. 100%, puisque c'est l'État, assurance maladie, terminé, c'est fait. Pour nous, donc le domicile, au début, oui, au niveau du ministère de la Santé, de la Solidarité, de l'Autonomie, on nous a dit oui, on étudie. Moi, je suis même allé au niveau de Bercy, au ministère de l'Économie, pour voir s'il y avait des pistes possibles. On nous a renvoyé au ministère de la Solidarité, qui nous a renvoyé dans les départements. Et les départements, il y en a très, très peu qui ont pris en charge les surcoûts EPI. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Alors, je fais un tableau noir, il faut le reconnaître. Dans tout ça, il faut quand même dire qu'il y a quelques éléments structurants positifs. Je veux parler, par exemple, de ce qui a été réalisé avec le ministre de la Santé sur le maintien des dotations pendant la période Covid, parce qu'il y a une diminution quand même des actes et des interventions de l'ordre de 40%. Eh bien, il y a eu une prise en charge pendant cette période, et c'était lié d'ailleurs à la période sanitaire où le ministre, d'ailleurs à notre demande, on a été les premiers à le souhaiter, eh bien, a d'abord incité les départements et ensuite, par voie d'ordonnance, à demander, enfin, à obliger les départements à maintenir cette dotation. Et pour 2021, il y a aussi le dossier est aussi sur la table pour maintenir les dotations de la même manière. Deuxième point aussi qui a été quand même très, très utile pour le secteur, c'est le chômage partiel. Là où il y avait une diminution d'activité, je parlais par exemple du secteur famille au début, le chômage partiel a permis de s'en sortir. Troisième élément, le PGE, prêt garanti par l'État. Il y a un certain nombre de structures qui ont pu donc faire ces emprunts et permettre de repartir sur d'autres projets, c'est utile. Donc il y a quand même, il y a un soutien de l'État. Ça n'empêche qu'on a souhaité qu'il y ait une aide en quasi-fonds propres parce que les structures sont tellement en difficulté qu'il faut qu'elles soient accompagnées pour passer la crise. Ça, c'est sur le volet un peu économique. Et puis en termes de trajectoire politique, donc là, les points d'espoir, c'est ce qui s'est joué au niveau du Parlement et avec la création de la cinquième branche,
les propositions de la CNSA visant à augmenter l'enveloppe dédiée à la politique d'autonomie. On parle donc de financement complémentaire qui serait sanctuarisé. L'idée qu'à travers la loi 4D, vous savez, la loi 4D qui devrait passer donc au Parlement après la crise, donc qui est sur, en gros, la réforme territoriale et l'organisation des territoires. Eh bien, dans ce cadre-là, je pense qu'on peut raisonnablement pousser à ce qu'on revoie l'organisation territoriale avec des conférences sur le sujet, avec un rôle des départements et des ARS pour piloter mieux finalement la politique d'autonomie. Des CEPOM, les CEPOM, on n'a pas besoin forcément d'une loi, on peut aussi, à travers la CNSA et à partir des fonds publics, négocier des accords avec les acteurs départementaux cette fois. Il n'y a pas besoin d'une loi, on peut le faire en dehors de la loi. Donc, ça nous permet quand même d'espérer un certain nombre de choses. Madame Bourguignon est très investie sur le dossier. On a des rendez-vous toutes les semaines, il faut le dire, pendant cette crise, hein, sur la campagne vaccinale notamment. Et là, on attend un rendez-vous pour, je dirais, être rassuré totalement par rapport à la question du financement, parce que j'ai indiqué qu'il y avait le volet APA-PCH, donc ça concerne tout ce qui transite par les départements. Si je reviens à mon petit tableau de tout à l'heure sur l'impact financier, on est à 631 millions l'avenant 43. 631 millions, il y en a 379 pour les départements, c'est-à-dire pour l'APA dans les départements et PCH, je veux dire 60% de la somme, avec un rôle, enfin, un départage entre les départements et l'État à 50-50. Et puis, il y a aussi 40% à sanctuariser, qui touche la CNAV, qui touche la CNAF, qui touche la CNAMTS, c'est-à-dire les professions de SIAD, les professionnels des SIAD, des centres de santé infirmiers, des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Et là, ce n'est pas l'État en direct, c'est les institutions. Alors, c'est l'État par la CNAM, mais ce n'est pas exactement les mêmes silos. On n'a pas qu'un financeur, donc il faut aller chercher ailleurs. Et donc, par rapport à notre avenant 43, c'est ça la complexité de nos affaires, c'est qu'il faut aller chercher les financeurs là où ils se trouvent et qu'ils soient complètement aussi investis dans ces politiques de reconnaissance des salariés. Tout le monde est d'accord sur le fait de reconnaître les salariés, tout le monde. D'ailleurs, le rapport El Khomri l'avait bien mis en exergue, le rapport Libaud aussi, et on a fait le travail, si je puis dire. Maintenant, il faut passer aux actes. Ça, c'est autre chose. Si je reviens sur votre vision du domicile dans l'avenir, dans le futur, actuellement, il y a un sujet moi, qui m'est apparu, c'est par exemple de faire en sorte que les auxiliaires de vie, enfin, le domicile, puisse détecter en fait, par exemple, la dénutrition, enfin, puisse être formé à détecter la dénutrition, puisse être formé à détecter une nécessité d'adapter le logement, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, dans votre vision, vous pensez comme une des pistes, en fait? Parce qu'il y a une partie importante des gens qui sont dénutris à domicile, des produits ou des services qui peuvent pallier ce problème-là, mais apparemment, si j'ai bien compris, il y a une difficulté pour détecter la dénutrition à domicile. Est-ce que ça sera un rôle du domicile dans les prochaines années? Je pense que oui, vous avez parfaitement raison. On a identifié ça comme problématique. D'ailleurs, on participe à la semaine sur ce sujet qui est organisée par l'association, je n'ai plus exactement le nom, mais c'est Jérôme Gage hein, qui est un acteur important dans cette affaire. Donc, on y a participé et on pense justement, j'ai fait la boucle avec l'avenant 43, que nos métiers vont évoluer et les métiers du domicile vont évoluer. Et les métiers du domicile, ils sont là aussi dans la question du diagnostic, dans la question du repérage, et notamment sur le repérage de la dénutrition. Ils sont là aussi pour évoluer dans l'accompagnement à la gérontologie. Et ça veut dire des formations complémentaires, ça veut dire l'évolution des professions, et ça veut dire évidemment une façon de les reconnaître. Et avec là aussi des réformes de diplômes qui sont nécessaires pour correspondre à ces évolutions. Oui, bien sûr, ça fait partie des tendances fortes pour que demain, si on veut en faire vraiment des acteurs pivots sur les territoires, il faut qu'ils soient en capacité de bien accompagner, de bien repérer, de bien diagnostiquer, en faisant attention
que chacun soit bien à sa place, c'est-à-dire il y a le rôle des infirmiers, il y a le rôle des aides-soignantes, il y a le rôle des aides à domicile, et tout le monde ne fait pas exactement la même chose. Donc là, il y a des codes qui existent dans les professions qu'il faut respecter. Même question pour l'adaptation du logement. Est-ce que c'est aussi à enfin, au domicile de détecter les logements qui ne sont pas forcément adaptés par rapport à une population, par rapport à une personne âgée qui serait devenue plus fragilisée, et à faire les premiers diagnostics, en fait, les premières recommandations d'adaptation du logement? Oui, alors ça se fait déjà un petit peu, hein. Il y a effectivement dans certaines structures ce type de choses. Peut-être le professionnel du domicile, il peut faire un signalement et ensuite l'association peut peut faire intervenir un professionnel qui est alors lui toutes les compétences pour dire les travaux qui seraient nécessaires de faire, le rôle de conseil auprès de la personne ou auprès de l'environnement familial et des parents ou des enfants pour dire effectivement les évolutions, à faire. Parce que, bon, on ne peut pas faire tous les métiers non plus. Bien sûr. Par contre, le rôle d'alerte, le rôle de signalement, le rôle de conseil de première intention, il est capital. Si je prends l'exemple de la vaccination, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, on a proposé à Madame Bourguignon qu'on puisse y avoir des flyers, qu'on puisse avoir des outils de communication à disposition des professionnels pour, ce n'est pas influencer, mais donner de la lisibilité sur l'intérêt de la vaccination. Quand on voit aujourd'hui dans quel état est notre pays, enfin, ce n'est pas possible, quoi, il faut en sortir. Donc, c'est là qu'il faut vacciner et vacciner encore. Et donc, s'il y a des freins encore quelque part, il y en a moins aujourd'hui, hein, il y en avait beaucoup plus au début, puis la dernière affaire sur le vaccin AstraZeneca a fait quand même un peu de dégâts par rapport à l'envie de se vacciner, notamment chez les professionnels, il faut le dire. Mais là, il peut y avoir un rôle du professionnel du domicile pour justement faire passer le message, donner les outils, informer. Peut-être pas prendre la place ni du médecin, ni de l'infirmier, mais d'être en alerte. Et là, l'idée, c'est que demain, les structures soient bien outillées avec des conseillers ou faire appel sur leur territoire à des sociétés qui sont spécialisées dans l'aménagement du domicile, comme vous le disiez tout à l'heure, pour faire le diagnostic. En l'occurrence, sur la nutrition, c'est un petit peu différent, puisque là, ça fait partie presque du métier. Et Ouais. donc, il faut à ce moment-là qu'il y ait un diagnostic qui soit fait par un professionnel et notamment par un médecin. On ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Mettre en place un Une protocole. conclusion pour l'émission? Une conclusion? Oui. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, d'abord, grand merci d'avoir donné la parole à Adedom. Vous dire que notre fédération et avec les autres acteurs du domicile aujourd'hui, on a conscience qu'on est au milieu du gué. Au milieu du gué parce que la crise est profonde. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est fragilisé, qui est un peu mis en étau et avec des départs de salariés parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment reconnus, alors que ce secteur a prouvé toute son importance et son utilité pendant la crise sanitaire et que on sait et on le vit, on le perçoit et on le pressent que le domicile est la réponse de demain et qu'on ne pourra pas faire dans notre société de demain je dirais, réaliser la promesse sociétale si le domicile n'est pas là, parce qu'il y aurait il y aurait un manque total et on ne respecterait pas les gens qui veulent justement rester à domicile. Donc on est à la croisée des chemins avec je dirais, tous les ingrédients qui sont sur la table. Maintenant, il faut une volonté politique. Super. Merci Hugues. Hugues Vidor, je rappelle que vous êtes directeur général de Adedom. Merci beaucoup. Merci.